un décret qui a été pris avant le déclenchement de l'opération Zéro Kuluna, ce décret portant attribution et organisation de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Ce décret nous dit dans l'article 1er, la Direction générale de la sécurité présidentielle est un organe technique du ministère en charge de la sécurité, qui assure la sécurité du président de la République, de sa famille, de ses hôtes et de ses biens. Cela pour répondre au fait que la DGSP n'est pas un corps externe à la force publique, une sorte de garde prétorienne, comme on disait sous la Rome antique, mais une unité régulière de la force publique. En ce qui concerne toujours à l'article 1er ses prérogatives, je vous en lis 2 ou 3 qui sont en rapport avec notre objet. Elle a notamment pour compétence de lutter aux côtés d'autres forces de sécurité contre toute menace visant la stabilité des institutions, l'intégrité physique des personnes et leurs biens, ainsi que la sûreté et la sécurité nationale. Elle est chargée également de contribuer en permanence au rétablissement de la sécurité et de la paix civile au plan national. Enfin, elle est chargée de participer au maintien et au rétablissement de l'ordre public en cas de nécessité, de participer en cas de besoin aux côtés des autres forces de sécurité aux opérations de sécurité publique, de tranquillité publique et de sécurité publique. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'accueillir Madame Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo, et elle va tout à l'heure se soumettre aux interrogations qui sont les vôtres, très certainement, sur des questions qui sont au cœur de la problématique mondiale et nationale. Et donc je vous inviterai, pour celles et ceux qui souhaitent le faire, eh bien, à orienter majoritairement les questions vers Madame la Ministre sur ces sujets d'importance nationale et pourquoi pas sur d'autres sujets, Madame la Ministre pouvant bien entendu répondre à toute question qui relève de l'action du gouvernement ou tout simplement de l'analyse de la situation générale de notre pays. Alors, cette fois-ci, et à titre exceptionnel, nous n'aurons pas de mots liminaires, mais je vais nous inviter d'abord à rendre un hommage à quelques-uns de nos disparus qui, malheureusement, se sont, pour ce qui concerne leur départ, se sont accumulés depuis notre dernière quinzaine, qui elle-même a été plusieurs fois retardée, vous le savez bien, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Il s'agissait, pour l'essentiel, de tenir compte en priorité d'événements relevant de l'agenda gouvernemental ou présidentiel. Voilà pour ce qui concerne nos quinzaines, mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Madame la Ministre, si vous le voulez bien, vous pouvez nous rejoindre à la tribune. Et nous allons commencer le feu roulant de nos échanges. Bonjour Madame la Ministre et Monsieur le Ministre. Je suis Gabrielle Mabiala pour le compte de Tilika Média. J'ai 2 questions pour Madame la Ministre et une question pour Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, ma première question c'est: dans la loi de finances 2025, il est prévu la création d'un fonds de soutien à la presse appelé à remplacer la redevance audiovisuelle RAF. Qu'en est-il aujourd'hui
car malgré sa suppression, la RAF continue d'être prélevée. Comment le gouvernement explique-t-il ou gère-t-il cette situation? Merci, Monsieur le ministre. Madame la ministre, j'ai 2 questions pour vous. Qu'en est-il du Fonds bleu? Depuis sa création, le Congo a-t-il réellement mobilisé pour alimenter ce fonds? Et puis le Congo se veut champion dans la protection de l'environnement. Pourtant, Brazzaville et Pointe-Noire baignent dans une insalubrité inquiétante qui peut devenir des foyers de maladies. Comment expliquez-vous ce contraste entre vos engagements écologiques et la réalité sur le terrain? La deuxième question, Madame la ministre, malgré vos multiples interpellations et même vos déplacements à Dimonika avec le Premier ministre, l'exploitation minière illégale se poursuit. Des ONG affirment que certaines sociétés brandissent des autorisations délivrées par vos collègues ministres. Même constat au lac Tiponga, où les travaux continuent malgré votre note de suspension. Comment expliquez-vous ces divergences au sein du gouvernement et quelles mesures comptez-vous prendre pour faire appliquer vos décisions à Dimonika et au lac Tiponga? Merci. J'aimerais vous saluer une fois de plus, parce que je vous ai salué de loin. Madame Gabrielle Mabiala, vous posez 2 questions de fond. 2 questions de fond, la première relativement au Fonds bleu pour le bassin du Congo et la deuxième sur les questions d'assainissement. Il y en a 2 en une, si j'ai bien compris. Et la deuxième réellement vraie question, c'est cette divergence que vous pensez avoir épinglée au niveau du gouvernement relativement à la non-exécution des interpellations ou des mises en demeure que nous avons prises en tant que ministre de l'Environnement et qui auraient mis à mal l'autorité de l'État, si j'ai bien compris vos 2 préoccupations. Il y en a 3 pratiquement. Je vais commencer dans l'ordre que vous avez proposé. C'est comme si je le savais. Aujourd'hui, je venais d'une activité qui se tient en ce moment au niveau de la Banque africaine de développement des États d'Afrique centrale, où nous lançons l'un des points les plus importants depuis la mise en place de ce fonds fiduciaire, ce mécanisme financier qui est le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Mais j'aimerais peut-être que vous m'autorisez à revenir sur des aspects de création et de faire quelques distinguos, souvent qui sont peu su ou mal perçus ou mal connus. Le Fonds bleu n'est que l'instrument des États, qui sont les États membres de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. En 2021, en marge de la COP africaine qui s'est tenue sous les auspices du Maroc, donc à Marrakech, Sa Majesté le roi du Maroc a proposé vraiment à ses pairs africains, sous le prisme de l'Union africaine, notre institution continentale de 54 États aujourd'hui, un sommet qui tournait autour des questions de changement climatique. Ce sommet, dit sommet de la coémergence de l'Afrique, donc sur l'initiative de Sa Majesté le roi du Maroc, a vu naître 3 commissions qui distinctes, vraiment 3 commissions réparties, pas en fonction du découpage géographique que vous entendez par bassin du Congo, mais un découpage continental de nos 54 États. Et donc, nous avons donc la commission climat du bassin du Congo, qui est présidée par la République du Congo, et plus particulièrement et plus précisément par le président de la République, chef de l'État, qui est donc président donc, de la dite commission, qui porte 16 membres, dont un membre fondateur qui est le Royaume du Maroc. Nous avons 2 autres commissions. La commission sœur des États insulaires, qui est, elle, présidée par les Seychelles. Et vous avez la 3e commission, celle de la commission climat du Niger, non plutôt du Sahel, excusez-moi, la commission
climat du Sahel, présidée donc par le Niger. Donc voilà les 54 pays divisés donc en 3 commissions aujourd'hui thématiques qui portent sur ces grands enjeux du moment planétaire, le changement climatique, la biodiversité, l'environnement. Nous avions dans les dossiers, dans le document, à prendre d'abord une décision à l'issue des assises de 2016. Donc en 2017, l'Union africaine a entériné cette décision des chefs d'État, réunis donc dans le cadre de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, donc tenu à Marrakech en marge de la COP 21. Et ils ont pris une décision pour en faire des institutions de l'Union donc africaine. Donc nous sommes une institution de l'Union africaine. Et ils ont pris une deuxième décision, celle de consolider la proposition des 3 chefs d'État à porter donc de façon pérenne. Ce ne sont pas des présidences tournantes à la tête donc de ces 3 commissions climatiques, en l'occurrence la nôtre, le président Denis Sassou Nguesso. Parallèlement à cette grande activité, pas des moindres, qui s'est tenue, en marche donc de ce sommet de la coémergence de l'Afrique, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a proposé, à juste titre, à cette commission politique, un instrument fiduciaire pour une meilleure efficacité. Et là, on ne peut que reconnaître là également le pragmatisme et l'engagement de notre président de la République à réellement à être dans l'action. Et il a proposé à ses pairs africains donc un fonds fiduciaire appelé le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Et nous avons donc eu l'étape de l'Union africaine, suivie de l'étape d'Oyo, où un mémorandum d'entente a été signé afin que l'ensemble des pays parties membres de la Commission climat du bassin du Congo souscrivent à cet instrument financier qui est donc l'instrument de la Commission climat du bassin du Congo. Dans la même foulée, en 2018, le président de la République du Congo, à la tête donc de la dite commission, de la Commission climat du bassin du Congo, a convoqué le premier sommet constitutif de la dite commission qui a vu prendre un acte fondateur officiellement de la mise en œuvre de cette commission, l'acte donc instituant la commission climat du bassin du Congo et de fait reconnaissant également officiellement du fait que le fonds fiduciaire, l'instrument financier, ce mécanisme-là, porté par les États, est bel et bien le fonds bleu pour le bassin du Congo. Et avec siège, comme l'a préconisé la décision de l'Union africaine, la République du Congo, Brazzaville donc. Et donc Brazzaville aujourd'hui a cet instrument, oui, mais a le siège. Donc beaucoup d'eau ont coulé. Il a fallu d'abord constituer toutes les étapes administratives. Une fois que les chefs d'État ont entériné tout ce processus, il a fallu derrière lancer des appels d'offres pour recruter les différents cabinets dans le cadre de la transparence par appel d'offres et non de gré à gré, les cabinets qui devaient donc rédiger les lots de ce qu'on appelle les études de mise en œuvre donc de configuration même de la commission elle politique et l'instrument financier. Et donc, le grand cabinet international qu'on ne présente plus, EY, avait remporté, Ernst & Young, donc avait remporté officiellement cette offre. Nous nous sommes déplacés donc dans les locaux du PNUD, qui est un grand partenaire aux Nations Unies, pour ouvrir ces appels d'offres. Nous avons beaucoup de partenaires, la Banque mondiale, l'Union européenne, la B2AC, toutes nos institutions régionales, la COMIFAC, la CICOS, tous les États membres représentés, dans les locaux donc, des Nations Unies, donc à savoir l'une des agences, le programme des Nations Unies pour le développement, et c'est donc le cabinet EY qui a remporté les 2 offres de la préfiguration donc, de l'instrument politique qui est la Commission et de l'instrument fiduciaire technique qui est donc ce fonds fiduciaire. Dans la même foulée, nous avons lancé un appel d'offres pour recruter le cabinet qui va avoir le mandat maintenant
d'avoir toutes les équipes techniques pour rendre à maturité et à rendre éligibles les projets en financement. Parallèlement, nous avons eu donc des statuts, un règlement intérieur. Nous avons donc signé un mandat avec la Banque des États d'Afrique centrale qui a remporté l'offre et qui abrite aujourd'hui le fonds fiduciaire. Nous n'avons que la gouvernance politique en tant que président du Conseil des ministres, dans ma qualité de secrétaire exécutive, et d'un autre côté, le président de la République qui préside, bien entendu, le segment présidentiel du sommet des chefs d'État. Et donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un pipeline de projets, un fonds d'investissement des projets, près de 300 projets, plus précisément 254 projets, des 16 pays, plutôt des 15 pays, puisque le partenaire du Maroc, qui est un partenaire central pour avoir proposé, mais qui nous a également, dès le début sur les fonds baptismaux du Royaume du Maroc, octroyé $1 million pour la mise en œuvre de tout ce processus-là. Et donc, aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme de ce processus et la banque est en train d'organiser la pré-table ronde qui va se tenir en marge de la COP30 à Belém pour la mobilisation des financements, comme leur mandat le signifie, entre le mandat qu'ils ont signé donc avec la commission climat du bassin du Congo et également, nous tiendrons ici la COP, plutôt la table ronde elle-même, au mois de mai 2016, ici dans 2026 plutôt, merci, au mois de mai 2026, ici à Brazzaville. Donc les dernières étapes, nous sommes arrivés à l'opérationnalisation. Donc il fallait avoir les textes, il fallait avoir le plan d'investissement, la banque avec les techniciens, pour ne pas que nous ayons des termes de référence comme nous sommes habitués à les avoir, non, d'avoir des études de ces projets, il faut voir des études de faisabilité, ce qui permet aux partenaires de pouvoir vous suivre en matière de financement. Et donc voilà, aujourd'hui, nous avons, donc ici à Brazzaville, siège de la commission climat du bassin du Congo, l'ensemble de ces parties prenantes à cette commission climat et à ce fonds bleu pour le bassin du Congo qui sont ici à Brazzaville. Et vous qui me suivez à travers les médias, vous avez dû voir sur les hautes instructions du président de la République du Congo, mais également président de la commission climat du bassin du Congo, rencontrer les différents chefs d'État des pays membres afin de leur présenter et de recueillir les hautes instructions de ces chefs d'État en matière de priorité de projets d'investissement qui portent sur les enjeux du climat, parce qu'il nous faut aller vers des programmes nationaux de développement qui s'appuient sur la notion de durabilité, et c'est le cas au travers donc de ce pipeline des projets, de ce plan d'investissement qui a été alimenté par les États, et le Congo compte à ce stade 41 projets versés donc à titre au niveau de ce fonds, donc qui est le fonds bleu pour le bassin du Congo. Vous posez également une autre question sur l'assainissement. Nous sommes le ministère qui porte de façon transversale ce que l'on appelle le cadre juridique et le cadre réglementaire institutionnel. Mais vous devez déjà saluer l'initiative du président de la République d'avoir créé un ministère plein. Parce que le ministère de l'Environnement est celui qui donne le cadre de façon globale, transversale, sur l'ensemble des secteurs concernés par ce mastodonte aujourd'hui planétaire qui est l'environnement, mais également ce triptyque qui est le développement durable. Économie, social et environnement. Nous sommes heureux aujourd'hui au sein du gouvernement de cette création et de l'arrivée d'un ministère, un portefeuille plein sur les questions d'assainissement, du cadre de vie, donc de la gestion de nos déchets, qui ont un impact direct sur nos problèmes de santé, sans compter qu'il y a également des zoonoses. Lorsque l'on parle de corona, de certaines maladies que vous connaissez, c'est simplement lorsque nous bousculons l'homme dans l'habitat de cette autre biodiversité qui est cette faune aujourd'hui, qu'il y a des zoonoses. Et donc aujourd'hui, vous avez vu comment se déploie le ministre en charge de l'assainissement,
aux côtés donc de cette gestion décentralisée, déconcentrée des collectivités locales, avec une stratégie qui a été prise, qui est sur la table du Conseil du gouvernement, sur la table du gouvernement aujourd'hui, pour être adoptée et pour accompagner nos collectivités locales, justement, à une meilleure appropriation, pour une meilleure implémentation. Parce que c'est la dialectique, nous évoluons, et aujourd'hui, avec la création de ce ministère, nous sommes en train de porter des nouveaux textes, puisque ne l'oubliez pas, dans la foulée, il y a eu plusieurs avancées au niveau du ministère de l'Environnement. Nous avons revisité, actualisé, mis au goût du jour des enjeux de l'environnement aujourd'hui, la loi avant-gardiste de 1991, en prenant une loi aujourd'hui portant pas simplement sur la protection de l'environnement, mais sur la gestion durable de l'environnement de 2022. Et nous avons également sur la table aujourd'hui de l'État promulgué également cette grande loi portant gestion durable, également la première du genre de la République du Congo. Et nous avons maintenant le dernier né qui arrive, ce mastodonte de la mise en œuvre avec ses agents assermentés, dont nous avons commencé déjà à parfaire et à porter la formation. Pourtant, la loi ne vient que d'être promulguée il y a moins de 15 jours de cela, l'Agence nationale de l'environnement, qui rend donc irréversible toutes donc, les avancées en matière d'environnement, de développement durable. Et donc aujourd'hui, nous y travaillons, nous sommes arrivés enfin, donc cela tombe à point nommé, de contrat avec l'un des partenaires qui gérait ces questions d'assainissement aux côtés des municipalités. Et aujourd'hui, nous avons signé, donc l'État, en l'occurrence mon collègue et toutes les parties prenantes, avons donc signé ce nouvel accord. Mais qu'est-ce qui s'y passe ? Il faut que nous puissions nous le dire tout simplement. L'assainissement n'est pas qu'une question de l'État. Mais c'est une question qui concerne tout le monde. Est-ce qu'il est normal que nous balayons, nous mettons tout à l'égout, tout à la rue ? Moi, souvent, il m'arrive d'être derrière nos propres bus. Il y a des gens qui mangent des bananes, qui jettent, au travers des hublots, qui jettent tous les détritus. Il faut également que nous ayons une démarche citoyenne de notre propre cadre de vie. Aujourd'hui, vous parlez là, dans la deuxième question, de la mise à mal de l'autorité de l'État. Mais qui est derrière l'autorité de l'État si ce n'est nous-mêmes ? Ne l'oubliez pas, je vous l'ai à demi maudit ici. Qu'est-ce que je vous ai dit en d'autres termes ? L'État est un régulateur qui porte les ministres. Sur le plan stratégique, nous portons la régulation institutionnelle. Nous donnons le cadre réglementaire. Lorsqu'un Premier ministre, à la tête d'une interministérielle, des membres du gouvernement, pour aborder votre deuxième question dans cette transition, descend comme a dit Monica, l'exemple que vous avez pris, et le collecteur du lac Chipunga, ça veut dire que nous avons un sérieux problème avec la gestion décentralisée, déconcentrée des collectivités locales qui est reprise dans la loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Ce n'est pas le rôle des membres du gouvernement de descendre sur le terrain. Lorsque je descends à Kélé, dans les prérogatives qui sont les miennes, dans le cadre de la mise en demeure, là également, je suis devant un fait accompli où je me substitue de cette gestion décentralisée, déconcentrée. N'oubliez pas que le premier citoyen après l'exécutif que nous constituons au niveau du gouvernement, mais c'est le préfet dans les départements. Il a autour de lui lesquels ? Mais il a nos directeurs départementaux qui représentent les ministres avec tous les pouvoirs discrétionnaires que le chef d'État nous a donnés, que nous basculons au niveau des directeurs départementaux. Et donc les préfets ont tous ces instruments, la police, les douanes, l'environnement, l'assainissement et autres, tous ces directeurs départementaux autour d'eux. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent ? Nous faisons fi des textes de l'État. Pour ceux qui me connaissent, j'aime m'abriter derrière les textes. Que disent les textes ?
Le président de la République l'a rappelé suffisamment dans ses différents textes. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas tant les textes souvent qui font défaut, mais c'est la mise en application. Et le gouvernement a comblé beaucoup de lacunes depuis. Du côté de la prise en compte des textes, nous avons pris pas moins de 300 textes, nous avons légiféré sur les lois pendant cette mandature. Mais souvent nous constatons que, excusez-moi de vous le dire, moi-même je viens de ce corps de médias, nous ne connaissons pas nous-mêmes nos textes. Nous faisons fi nous-mêmes de cet arsenal, ce cadre juridique. Souvent, nous confondons même qui fait quoi. Nous ne savons même pas que dit souvent que dit même la loi fondamentale en matière d'assainissement, d'environnement et autres. Que disent les lois de l'environnement? Que dit le loi de l'assainissement? C'est quoi tous ces aspects évoqués? Parce que lorsqu'un ministre sera trop présent dans le cadre d'une gestion déconcentrée, décentralisée et autres, qu'est-ce que l'on va dire? Mais comment le ministre peut constamment venir faire le travail des collectivités locales? N'oubliez pas que je suis une élue de la République, je suis la députée de la circonscription unique de Mbama dans la Cuvette Ouest. Donc je sais de quoi je parle. J'ai souhaité proposer ma candidature à mon parti pour toucher du doigt ces réels problèmes qui subsistent constamment dans la gestion déconcentrée, décentralisée de nos collectivités locales. Je ne siège certes pas. La Constitution, aujourd'hui, me laisse au niveau du gouvernement. J'ai un honorable suppléant qui siège. Mais je suis pas à pas moi-même ce qui se passe dans ce mandat qui est le mien en tant qu'élu. Mais nous sommes régulièrement confrontés, souvent, à une appropriation difficile de ces ressources humaines que vous retrouvez dans le cadre du PND 2018-2022. Le gouvernement, c'est une cohérence. Nous avons épinglé dans ce PND de 2018-2022, souvenez-vous, le premier axe, le renforcement des capacités. Ça voulait dire quoi? Sur l'ensemble, nous avons un problème de ressources humaines, tant souvent dans nos secteurs, au niveau de nos administrations et au niveau de la gestion globale. Et le président de la République le répète, il l'a même dit récemment, avant-hier, l'incivisme. Donc aujourd'hui, nous sommes tous condamnés à œuvrer ensemble. Il faut que chacun de nous, au-delà des interpellations, nous sachions que faire, que dire, et pourquoi et comment. Nous sommes en train de suivre les activités de Dimoneka. Non, je vous mets au défi de me donner des preuves concrètes de la non-exécution des arrêts d'exploitation des ressources naturelles dans une zone de biosphère. Dimoneka n'est pas n'importe quelle zone. C'est une zone de biosphère de l'UNESCO. Ça veut dire que ce n'est pas tant le problème de la dégradation qui aurait posé problème, déjà que là c'est grave, mais c'est une zone particulière de protéger patrimoine de l'humanité. Le Congo a souscrit à cet engagement de zone préservée qu'on appelle zone de biosphère aujourd'hui. Donc, nous ne pouvions faire preuve de tolérance. Mais qu'est-ce que nous avons demandé aux partenaires? Dans le cadre d'une restauration suite à notre mission, il faille faire ce qu'on appelle un audit environnemental qui permette de savoir quelles ont été les dégradations, puisqu'il y a des zones vertes, oui, paysages verts, oui, mais nous avons également des ressources en eau, puisqu'il était là-bas, il a été question d'une exploitation non autorisée sauvage des ressources de ce qu'on appelle tout simplement des minéraux assez rares comme l'or également, stratégique pour les États. Donc cette exploitation sauvage. Parce que comment cela se passe normalement lorsque l'on respecte les engagements de l'État? Mais tous les partenaires économiques sont assujettis dans un cadre d'un développement global à des études d'impact environnemental et social.
Nous avons près d'une trentaine de cabinets aujourd'hui indépendants, mais qui sont agréés au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable et du Bassin du Congo, qui donnent donc cette autorisation. Ils ont donc les partenaires économiques, soit ils prennent un cabinet en République du Congo agréé, soit ils prennent un cabinet à l'extérieur, mais ils sont assujettis à renvoyer ce dossier qui commence par ce qu'on appelle des termes de référence. Ils doivent saisir officiellement, c'est ce que disent nos textes, le ministre de l'Environnement. Une fois qu'ils ont saisi le ministre de l'Environnement, je dois me prononcer sur l'utilité de cette exploitation économique. Une fois que j'ai donné ma validation, ils vont donc se présenter auprès du cabinet qu'ils choisissent eux-mêmes, qui est agréé en République du Congo ou est un cabinet à l'extérieur. Mais avec l'obligation de soumettre la copie, donc souvent ce sont des bulletins de près de 6000 pages, à l'attention donc du comité interministériel qui est présidé par le ministère de l'Environnement, par le ministre de l'Environnement, mais qui délègue son directeur général de l'Environnement. Donc autour de cet interministériel, vous avez la société civile, les ONG, vous les avez tous. Et ils arrêtent une démarche, soit ils suivent ce qui a été proposé par le cabinet d'études, mais ce qui fait foi de cette étude faite et valide, ce n'est pas tant le bulletin de 6000 pages, c'est ce sésame qui est le certificat de conformité environnementale, qui est aujourd'hui l'une des obligations pour le développement de moult projets. Une fois qu'ils ont ce sésame, ils ont l'obligation de recourir à une publication, deuxième enquête populaire, pour protéger les populations, afin de nous assurer que tout le monde dans le cadre de l'étude a été contacté et que personne n'a été oublié. Une fois que j'ai le retour de ce résultat de cette publication d'enquête terrain, je délivre l'autorisation d'ouverture de l'activité. Donc, tous les autres secteurs, avec l'autonomie qui est due à leur ministère, sont assujettis à la conformité environnementale et à l'ouverture. Donc aujourd'hui, concernant Dimoneka, avec les différentes autorisations auxquelles vous faites état, du ministère de l'économie forestière, du ministère des Mines, il faut savoir que dans leur dossier, dans leur démarche interne, ils ont les autorisations d'autoriser l'exploitation. Mais ce que le partenaire ne dit pas, ces autorisations sont assujetties au certificat de conformité du ministre de l'Environnement, pas du ministère, mais du ministre de l'Environnement, et de l'autorisation d'exploitation. C'est comme les permis de construire. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme donne l'autorisation en conformité de l'application de ce qu'il y a à son niveau, répondre à toute la documentation, oui, mais tout le monde est assujetti également. C'est ça l'État congolais, c'est ça la transversalité avec des différents centres de décision. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de façon un peu plus détaillée de ces questions si importantes et si stratégiques que vous venez de nous poser d'entrée de jeu. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, et je voudrais ici rendre hommage à votre pugnacité que nous connaissons bien en interne au gouvernement, que ce soit dans nos réunions du Conseil de cabinet ou que ce soit dans les réunions du Conseil des ministres présidées par le chef de l'État. Vous avez, depuis quelques années, donné du corps, donné du coffre, donné du volume à ces questions essentielles parce qu'elles sont au cœur de l'agenda mondial. Il faut savoir, parce que Madame la Ministre, effectivement, et moi-même avons opportunément souhaité cet échange entre elle-même et le corps des médias, parce que, vous le savez, dans quelques jours, nous avons au niveau mondial un important rendez-vous qui s'appelle la COP30 à Belém au Brésil. Et donc, il nous paraissait essentiel, parce que ce sont des questions qui emportent l'avenir de nos compatriotes, qui impactent au niveau mondial les questions de climat et de maintien de la biodiversité. Ces questions essentielles méritaient cet échange, parce que souvent ce sont des concepts assez techniques
Et la présence de Madame la ministre parmi nous nous permettra de mieux comprendre ces enjeux. Madame la ministre, dans son propos liminaire sur la première question, a évoqué, puisqu'elle était invitée à le faire par Madame Gabrielle Mabiala, les questions du fonds bleu. J'ajouterai un point essentiel, en plus de tout ce qui a été très bien dit par Madame la ministre, c'est que les projets dont nous attendons le financement sont des projets de développement durable. Elle l'a dit, elle a parlé de durabilité, mais quand on dit développement durable, ce sont des projets vertueux, c'est-à-dire des projets qui touchent les communautés, qui touchent à un développement qui permette de dire le Congo est un pays protecteur de tout ce qui pourrait dérégler et accélérer la dégradation des questions climatiques. Eh bien, le Congo, en contrepartie, sollicite des financements pour ces projets vertueux. Donc il faut toujours noter l'importance de ces questions, parce qu'il s'agit pour notre pays, avec le président de la République qui est une référence en la matière, il s'agit pour nous d'aller vers ce rapport transactionnel entre notre politique environnementale vertueuse et la nécessité, parce que ce sont des engagements pris à l'international par les pays les plus nantis et les organisations multilatérales de financement. Il s'agit de nous aider. Voilà, le fonds bleu, il ne va pas s'alimenter ou s'abonder tout seul. Voilà. La question que Mme Gabrielle Mabiala m'a posée sur le fait que la loi de finances avait prévu un fonds d'aide à la presse et que la loi de finances avait, d'après vous, entériné la disparition de la redevance audiovisuelle, qui, par ailleurs, vous l'avez relevé, continue à être prélevée sur les factures de ECAREC de chacune et chacun des abonnés. Quand j'ai pris mes fonctions, au moment de la passation de service, le ministre Bienvenu Okiemi, parmi les éléments transmis, m'avait transmis la problématique de la redevance audiovisuelle, m'expliquant les difficultés qu'il y avait à cette époque, 12 ans après la mise en place de la redevance, l'impossibilité à ce moment-là, depuis 12 ans, d'obtenir le versement de la redevance audiovisuelle conformément au décret de 2003 qui lui-même reprenait les dispositions de la loi de finances de 2001. J'ai donc à mon tour porté ce fardeau, j'ai fait les démarches et les recherches nécessaires et nous nous sommes à notre niveau également, hélas, retrouvés dans la même impasse. Et ce n'est pas faute, Madame la ministre ici présente peut en témoigner, depuis le gouvernement du Premier ministre Clément Mwamba, paix à son âme, nous avions des interrogations sur comment sortir la redevance audiovisuelle des griffes dans lesquelles elle semblait avoir été emprisonnée. Je dis bien, et c'est des mots que je choisis à dessein, des griffes dans lesquelles elle a été manifestement emprisonnée. De guerre lasse, l'État a décidé de créer un fonds qui aurait dû pallier ou contourner la difficulté. Ce fonds dont vous parlez, Madame Mabiala, nous étions extrêmement satisfaits de sa création par la dernière loi de finances, l'actuelle loi de finances, et force est de constater, au bout de l'exécution de celle-ci, parce qu'on arrive au terme de son exécution, eh bien, nous n'avons pas reçu un copec, pas un franc CFA, pas un franc blanc, rien. Alors, c'est un peu comme le monstre que l'on recherche, tout le monde en parle, et puis on ne le voit jamais. À un moment de l'année, nous avons appris avec satisfaction qu'une grande banque de la place disposait d'un compte qui avait été alimenté, qui était alimenté par la fameuse redevance audiovisuelle. Le temps d'y aller, de constater qu'effectivement c'était bien passé par là, pouf, ça n'était plus là. Le temps de nous tourner vers le Trésor, puisque nous étions devenus des enquêteurs, des véritables enquêteurs des services de police, vers le Trésor, on nous dit oui, effectivement, il y a la redevance, elle est ici, elle est arrivée. Le temps de faire la démarche administrative, puisque vous imaginez bien que ça ne se fait pas
comme on le fait dans la vie courante, où on se présente à un guichet en disant « donnez-nous la redevance ». Il y a une démarche administrative qui est prescrite par les textes financiers de notre pays. Le temps de faire cette démarche administrative, pouf, on nous dit « écoutez, on ne sait plus où elle est ». Bon, trêve de plaisanterie. Personnellement, je suis à ce stade pour la suppression de la redevance audiovisuelle, puisqu'elle est collectée pour rien. Et elle ne va pas à son destinataire ou ses bénéficiaires que sont les médias publics. Autant mieux la supprimer. Puisque là, elle remplit certainement quelques poches inappropriées, mais qui ne sont pas celles des médias publics, Radio Congo, Télé Congo, TDC et tous ceux qui sont concernés. Autant mieux la supprimer. Donc nous nous battons, nous augmentons le volume médiatique et nous vous invitons, vous, à procéder, puisque vous êtes des journalistes, à toutes les enquêtes. Le ministre a fait sa part, parce que nous sommes allés là où on nous disait qu'elle est. Elle est à gauche, on va à gauche. Elle est à droite, on va à droite. Elle est en haut, on va en haut. Mais à un moment donné, nous essoufflons. Donc faisons ensemble une démarche citoyenne, avec l'appui du gouvernement, qui consiste à dire « nous avons réellement besoin de cette redevance ». Parce que le financement des médias, ce n'est pas par la magie que nous l'assurons. Parce que vous vous plaignez, nos compatriotes se plaignent à raison de la qualité technique ou de la qualité des programmes, mais cette qualité technique ne peut pas s'améliorer si nous n'avons pas les crédits nécessaires. Et la RAV fait partie d'un mécanisme de financement essentiel. Quant au programme, il s'achète. Si vous nous voyez passer en boucle depuis des années un certain nombre de programmes, au point où dès que vous les voyez, je l'ai vu 50 fois, c'est pas la peine, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas, au niveau de la télé publique par exemple, les moyens d'acheter de nouveaux programmes. Donc nous devons nous battre ensemble, et c'est votre rôle de journaliste, non pas de tirer sur le gouvernement en pensant que cette cagnotte est versée on ne sait dans quelle poche, non, c'est pas le cas. Sinon, il y aurait quelques interpellations de ministres ou de collaborateurs de ministres à un niveau que je n'ai pas besoin de rappeler ici. Voilà, c'est de l'argent qui s'évapore. Donc plutôt que de laisser une redevance s'évaporer, supprimons-la et réfléchissons à un meilleur mécanisme d'abondement de nos médias publics. Alors allons-y pour la suite. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Justin Mabaka de DIR-TV. J'ai quelques préoccupations. La première porte sur notre football. Nous le savons, aujourd'hui, c'est le déclin. Certains observateurs parlent de ce différend entre la Fédération congolaise de football et le ministère en charge des sports au sujet de l'ouverture des stades. Une situation, bien entendu, qui impacte sur les performances de nos équipes engagées dans les différentes compétitions internationales. C'est la première question. La deuxième... c'est pas une question, là. Je voudrais savoir où est-ce que nous en sommes, justement, avec la relance du football congolais. Pardon? La relance du championnat ou des championnats nationaux. Ouais. La deuxième préoccupation, c'est au sujet des élections. Nous le savons que l'année prochaine, en mars notamment, les Congolais vont devoir se rendre aux urnes. Il y a des départements qui ont été créés, mais la question que se posent les Congolais, c'est sous le découpage de ces nouveaux départements. On ne peut pas boucler cette quinzaine sans évoquer cette question ou l'opération lancée par la Direction générale de la sécurité présidentielle pour éradiquer ce phénomène dit Kuluna. Le président de la République est revenu sur cette question, ce que j'appellerais une mise au point. Et quelques jours seulement, nous avons vu les organisations non gouvernementales se monter au créneau, brandir l'effigie, droits de l'homme et les différents accords signés par la République. Que répondez-vous à ces organisations non gouvernementales sur cette opération, je vais le dire, bien appréciée par les Congolais? Très bien, vous avez bien fait de le dire. Je n'ai pas été satisfait sur la question posée par ma collègue Mabiala sur Madame la ministre en charge de l'environnement. Tel qu'on l'a vu effectuer une descente musclée au niveau de Dimonica, les Congolais voudraient également que Madame la ministre monte au créneau de façon musclée pour dénoncer cet état d'immondice aujourd'hui qu'on retrouve ça y est là. Mais malheureusement, le ministère en charge de l'environnement ne réagit pas. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, Madame la ministre, avec, vous l'aviez dit, la chaîne du bassin du Congo
Ça fait un bout de temps qu'on en parle, mais malheureusement... Vous avez beaucoup de questions, hein, il faut penser aux autres aussi. C'est la dernière. Si je peux me permettre. C'est la dernière. Parce que ça en fait 5, là, quasiment. C'est la dernière. Donc, je disais où est-ce que nous en sommes avec ce projet de radio-télévision du bassin du Congo. Merci. Madame la ministre. Je vous remercie une fois de plus, Monsieur le ministre, de la primeur que vous me faites de donner réponse. Je vais revenir sur cette descente à la tête de laquelle il y avait le Premier ministre, parce que moi-même, j'ai fait 2 descentes à Dimonica. Et vous rappelez que lorsque nous avions en charge simplement la régulation également de la gestion donc, de nos déchets, nous avions fait plusieurs descentes et nous avons fermé également un centre de gestion des déchets à Brazzaville, non loin de Brasco et autres. Nous avons fermé, nous avons déplacé l'un des centres. Nous avons donc mis en demeure, chose qui était à notre actif et resté effectif. Et vous avez également connaissance de notre descente avec le maire de la ville de Brazzaville, toujours dans la même zone, lorsque nous étions allés voir l'état d'immondice que nous avions face toujours à ces brasseries, non loin de là. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous intervenons dans un cadre simplement transversal, puisque je vous l'ai rappelé ici, nous avons un ministère de l'assainissement qui travaille directement avec les collectivités locales, les municipalités. Et je vous ai rappelé que le ministre Juste Mundele est en train de construire son arsenal aujourd'hui, ce cadre juridique aujourd'hui. Et donc, nous ne pouvons qu'à l'interne de l'interministériel interpeller les différents acteurs, chose qui est faite au niveau du gouvernement, mais nous allons, avec le collègue certainement, prendre des mesures un peu plus dures à l'endroit donc de notre gestion décentralisée et de nos populations que nous devons également accompagner dans le cadre d'une appropriation d'un comportement que je qualifierais d'éco-citoyen. Ça, c'est en complément donc de la question posée tout à l'heure par Madame Gabrielle Mabiala. Monsieur Justin Babaka, vous nous posez une deuxième question, la RTBC. Mais vous devez plutôt nous saluer, parce que nous avons, construit la RTBC en moins de 15 mois. Nous avons mobilisé des financements innovants dans le cadre d'un principe qui n'avait pas encore une loi pollueur-payeur et dans le cadre d'une responsabilité sociétale des entreprises. Cela illustre même de façon avant-gardiste la mise en œuvre de la loi d'orientation portant gestion durable de l'environnement, plutôt du développement durable. La première que j'aurais souhaité que vous souligniez, quand c'est bien, il faut le dire. Aujourd'hui, en 9 ans de ministère de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, nous avons porté près de 11 lois. Ce sont des batailles, parce que le gouvernement propose, ça va au secrétaire général du gouvernement, ça va à la Cour suprême qui donne un avis consultatif, ça revient sur la table du Conseil des ministres avec des débats avec l'ensemble des membres du gouvernement, ça repart sur la table du Conseil des ministres pour son adoption en Conseil des ministres, c'est renvoyé au secrétaire général du gouvernement qui renvoie en commission au niveau du Parlement. Vous êtes reçus à débattre avec les chambres parlementaires et ensuite vous êtes reçus à débattre à la plénière présidée là, cette fois-là, par le président des 2 instances. Soit vous êtes entré par la première des saisines, le Sénat, soit par la deuxième chambre, qui est le Parlement lui-même. Et donc ce n'est pas peu d'aujourd'hui d'avoir ce triptyque qu'il faut souligner. La loi portant gestion de l'environnement, je l'ai dit tout à l'heure, 32 ans après celle de 91, ce sont des fortes innovations du gouvernement. Et vous avez la première loi en la matière portant gestion durable de l'environnement. Et ensuite, vous avez l'Agence nationale de l'environnement. Donc, ça montre la volonté de cet écologiste qu'on ne présente plus. Le premier de ses citoyens, qui est le président de la République, aujourd'hui, qui ne ménage pas de cet engagement, de ses efforts depuis Rio plus 20 en 92. Attention, il faut le souligner, quand c'est bon, c'est bon. On n'est pas là simplement pour indexer. Je sais que dans le média, moi je suis une ancienne des médias, c'est lorsque le chien mord l'homme qui a information, mais ce n'est pas lorsque l'homme mord le chien qui a l'information. Mais là, nous nous adressons quand même aux populations
qui ont besoin également de savoir ce qui se fait au niveau du gouvernement. Et vous en êtes également ces relais-là. Vous n'êtes pas là simplement pour interpeller. Je parle à Mme Mabiala comme au reste des médias, comme à vous qui avez posé ces questions de fond sur lesquelles vous revenez. Je vous remercie d'insister. Peut-être que cela n'était pas bien perçu dans ma réponse, mais aujourd'hui, nous avons ce ministère de l'assainissement. Nous avons du côté de la RTBC, j'ai souligné, c'est sur les fonds baptismaux de la République du Congo et certains États, principe pollueur-payeur, RSE, qu'en 12 mois, mon collègue et moi, sous la haute autorité du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo, que nous avons déposé la première pierre. Nous avons à ce stade aujourd'hui les projets de programme, les projets de la grille des programmes et les projets même de l'ADN, donc la nomenclature administrative. Donc nous ne pouvons pas simplement avoir un bâtiment, y loger les studios et ouvrir. Il faut mettre tout ce cadre qui va définir l'ADN, la ligne éditoriale de cette radio-télévision. Et j'ai reçu donc la semaine dernière les consultants. Vous avez l'ancien directeur Afrique de TV5 Monde qui porte la tête de ces consultants, financés par l'UNESCO d'un côté, et les studios financés également d'un autre côté par la FAO, par l'Union européenne, certains partenaires, et nous sommes en phase d'installation donc, de ces studios. Mais vous ne serez pas en reste, hein. Nous allons lancer les appels d'offres, parce qu'aujourd'hui, le Congo a besoin de sa représentativité au sein de cet outil si puissant, et nous avons enfin, pour terminer par là, saisi l'Union africaine sur les hautes instructions du chef de l'État, président de la dite commission climat du bassin du Congo, dont l'instrument de sensibilisation médiatique, média, et la RTBC. Et nous avons donc saisi l'Union africaine afin d'en faire un instrument régional de l'Union africaine. Donc nous sommes en train donc de porter toutes ces démarches aujourd'hui, et votre question donc de clarification vraiment tombe à point nommé. Je vous remercie. Très bien. Merci, Madame la Ministre. Alors, rappelez-moi votre nom. Babaka. Justin. Justin. J'avais retenu le prénom, mais pas le nom. Alors, Monsieur Babaka, vous m'avez posé une série de questions. Vous me permettrez de commencer par la dernière, qui est quand même la plus importante de toutes. Alors, vous évoquez l'opération dite Zéro Kuluna, qui a démarré depuis quelques semaines dans notre pays. Et j'aimerais, vous me permettrez de le faire, nous évitons la langue de bois depuis tout à l'heure. Je crois que c'est sous l'influence de Madame la Ministre, dont je connais effectivement le caractère direct et sans phare quand elle prend la parole. Je me rappelle de notre première quinzaine de l'année 2025. Je crois que 2 d'entre vous avaient posé au ministre de la Communication et des médias des questions concernant... Porte-parole du gouvernement. Merci. Nous y tenons. Au cas où il l'aurait oublié. Les 2 questions portaient en gros sur la persistance du phénomène Kuluna et même son augmentation en termes de malfaisance, de nocivité. Et puis, d'après les questions qui avaient été formulées le 4 janvier, si je ne m'abuse, c'était en gros de dire le gouvernement a mis en place des opérations, coup de poing, ceci, cela, et une sorte d'impuissance du gouvernement de la République à gérer ce phénomène et à le réduire depuis tout ce temps-là. Je me rappelle de ces questions, il faut quand même les poser, et l'une de ces questions avait même chuté: à quand un véritable plan, une véritable opération qui soit enfin efficace? Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes pourquoi? Je crois que le président de la République l'a rappelé. Je ne vais pas reprendre ces mots. Je vais simplement apporter 2 ou 3 indications complémentaires sur le sujet. La première réflexion complémentaire, elle est la suivante. Les Kuluna dont nous parlons, étaient arrivés à un point où l'État voyait échapper à son contrôle
une partie du territoire de la République. Il y avait des zones de non-droit que nos compatriotes subissaient dans leur chair. Quitter une veillée pour rentrer chez soi devenait un parcours du combattant, devenait même un risque, un péril pour la vie. Donc fallait-il continuer à laisser ce péril monter de plus en plus, ces gens monter de plus en plus en malfaisance et en assurance de leur malfaisance, en se disant plus on en fait et plus on est libre et on nargue l'État sur les réseaux sociaux. C'était ça la réalité. Qui ne se souvient pas d'avoir entendu, lu, vu avec effroi, avec frayeur, avec un désarroi important, ces images atroces où on voit par exemple une jeune dame enceinte éventrée par des bébés noirs. Voilà, on ne parle pas d'enfants des agneaux, on parle de grands bandits. C'est ça des bébés noirs, c'est des grands bandits. Le grand banditisme, c'est cela, c'est pas autre chose. Ah oui, non, que des machettes, donc c'est pas grave, c'est des petits voyous. Non, c'est du grand banditisme. Et de la barbarie, quand on éventre une femme enceinte, et que donc vraisemblablement, je n'ai pas la suite, mais il est vraisemblable que la pauvre dame n'a pas dû survivre. Et commandant. Voilà. Bon, c'était ça la réalité. Donc, la perte de zones entières dans nos quartiers, dans nos villes, où l'État perdait le contrôle du territoire, les conséquences pour la vie quotidienne de nos compatriotes qui ne pouvaient plus vaquer tranquillement à leurs occupations parce qu'ils étaient, soit on leur vole un téléphone au mieux, soit au pire, ils se font blesser sans raison. Ces étudiants ou ces jeunes qu'on découpait à la machette, je crois qu'il y en a même un à Pointe-Noire qu'on a découpé comme un saucisson. Et où étaient les ONG dont vous avez parlé, monsieur Babaka? Vous avez parlé des ONG. Y a-t-il eu un rapport de ces ONG à ce moment-là pour dire combien la barbarie des bébés noirs devenait intolérable? Il n'y en a pas eu. Ah, ils sont toujours prompts à venir attaquer l'État quand l'État prend des mesures, vous l'avez dit vous-même, des mesures qui aujourd'hui soulagent les populations et des mesures donc populaires. Des mesures populaires parce que les Congolais en avaient marre. Et le président de la République qui est comptable de l'avenir de nos compatriotes, qui est le père de la nation, a pris cette décision salvatrice qui consistait à dire les deux éléments principaux de la force publique en la matière, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, n'y suffisant plus, il fallait donc y adjoindre un autre corps de la force publique parce que contrairement à ce que certains, disons, juristes nous disent, la DGSP est un élément de la force publique. Je vous lirai d'ailleurs le décret, les extraits du décret qui organise et permet le fonctionnement de la Direction générale de la sécurité présidentielle tout à l'heure. Cela pour expliquer en quoi l'opération, telle que l'a rappelé le président de la République il y a quelques jours, est une opération régulière, conforme à nos textes. Fallait-il que l'État continue à laisser ces bandits, ces grands bandits agir de la sorte? Parce qu'à un moment donné, on serait passé probablement de la machette à l'arme à feu, et puis ensuite à l'arme lourde. Et nous voyons des exemples où les gangs, c'est-à-dire les groupes de bandits, ces gangs ont fini par dominer l'État, à prendre le dessus sur l'État, à devenir plus puissants que l'État. Je crois que, sans que je fasse un impair diplomatique, mais je crois qu'on peut tous rappeler l'exemple malheureux de la République sœur d'Haïti, première république noire d'ailleurs de l'histoire du monde. À Haïti, aujourd'hui, le pays est désorganisé parce que les gangs, donc leurs bébés noirs à eux, ont dominé l'État. Donc fallait-il que nous laissions la situation arriver à ce point de bascule où on serait passé de la machette, qui est déjà un acte barbare, à la possession et à l'utilisation d'armes, d'armes létales, encore plus létales que les machettes et autres armes blanches, et puis pourquoi pas un jour des armes lourdes pour concurrencer l'État et le dominer.
Non, le président de la République, chef suprême des armées, commandant en chef de la force publique, parce que c'est cela la réalité administrative et juridique, a pris cette décision parce qu'il fallait éviter que nous en arrivions à ce moment de bascule. Et je crois, aujourd'hui, vous êtes des journalistes, faites des micro-trottoirs. Vous en faites souvent sur des questions qui tendent à mettre, excusez-moi l'expression, l'État en difficulté ou le gouvernement en difficulté. Faites-les aussi quand les choses sont bien faites. Elles sont bien faites parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes sont soulagés et peuvent désormais vaquer à leurs occupations. Tout le monde voit que le soir, il est aujourd'hui possible d'aller à une veillée, d'en sortir en étant serein. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on peut aller manger au restaurant à une certaine heure, en ressortir et rentrer chez soi serein. Tout le monde sait que nos jeunes qui vont effectivement et viennent, parce que ce sont souvent nos jeunes qui sont des noctambules, eh bien, tout cela se passe de manière plus ou moins tranquille et sereine grâce à l'intervention de la Direction générale de la sécurité présidentielle qui s'est ajoutée aux autres corps de la force publique. Alors, nous entendons aussi parler du cadre juridique. Alors, de ce point de vue-là, je me permets de préciser une chose. J'ai lu de ci, de là dans les réseaux sociaux qu'on citait le décret de 2009 qui fixait à l'époque les prérogatives et les axes de compétences de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Non, ce décret a été remplacé par un décret beaucoup plus récent, qui est le décret 2025-390 du 18 septembre 2025, donc assez récent, un décret qui a été pris avant le déclenchement de l'opération Zéro Kuluna. Ce décret portant attribution et organisation de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Ce décret nous dit dans l'article 1er: la Direction générale de la sécurité présidentielle est un organe technique du ministère en charge de la sécurité, qui assure la sécurité du président de la République, de sa famille, de ses hôtes et de ses biens. Cela pour répondre au fait que la DGSP n'est pas un corps externe à la force publique, une sorte de garde prétorienne, comme on disait sous la Rome antique, mais une unité régulière de la force publique. En ce qui concerne toujours à l'article 1er ses prérogatives, je vous en lis 2 ou 3 qui sont en rapport avec notre objet. Elle a notamment pour compétence de lutter aux côtés d'autres forces de sécurité contre toute menace visant la stabilité des institutions, l'intégrité physique des personnes et leurs biens, ainsi que la sûreté et la sécurité nationale. Elle est chargée également de contribuer en permanence au rétablissement de la sécurité et de la paix civile au plan national. Enfin, elle est chargée de participer au maintien et au rétablissement de l'ordre public en cas de nécessité, de participer en cas de besoin aux côtés des autres forces de sécurité aux opérations de sécurité publique, de tranquillité publique et de sécurité publique. Nous avons là les éléments juridiques qui encadrent l'opération actuellement menée, pas seulement par la DGSP, mais par l'ensemble de la force publique. Parce que l'intervention salvatrice de la DGSP a permis, disons, d'accélérer la gestion la résorption du problème, mais les autres forces ne restent pas l'arme au pied en disant « bon, la DGSP agit ». Et d'ailleurs, vous avez entendu monsieur le procureur de la République de Brazzaville, au début de l'opération, qui a parlé. Tout cela est encadré. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question. Et pour chuter, parce que je ne sais pas si quelqu'un d'autre a l'intention de poser de nouveau une question sur ce sujet très sensible,
Mais il faut quand même que je chute sur 2 points qui doivent faire l'objet d'éclaircissements. Le premier point, c'est ce qui arrive, c'est-à-dire les opérations qui concernent les détenteurs de taxis-motos et de motocyclettes, dont on a vu sur les réseaux sociaux parfois une destruction spectaculaire, pour ne pas dire plus. Mais je vous donne une information qui relève des informations de l'État. Pour dire nombreux, nombre de ces détenteurs de taxis-motos sont des Koulouna, qui soit avaient dérobé violemment la moto auprès d'un tiers, véritable propriétaire, soit l'avaient dérobée quand elle était garée dans un coin et à l'insu du véritable propriétaire. Donc c'est cette opération, cette traque, qui a justifié l'opération complémentaire sur les détenteurs. Vous voyez, je ne dis pas propriétaires, je dis les détenteurs. Parce que quand on roule sur une moto, on est présumé être le détenteur. Maintenant, quand la DGSP intervient, il faut qu'on démontre qu'on est le propriétaire. Ce qui est une notion acrobatique quand on l'a volé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas de papier. 2, je vous rappelle également qu'il y a un texte réglementaire de 2024, ou une loi, je ne sais plus, vous m'excuserez de l'approximation. Ce texte réglementaire de 2024 fixe les conditions d'exercice de la profession de taxi-moto et le contrôle qui est fait, l'opération qui est menée parallèlement à celle des Zéro Koulouna, il faut vérifier si les détenteurs sont tout à fait conformes au texte réglementaire de 2024 avec l'immatriculation, le port d'un chasuble, des casques, enfin toute une série de choses, l'assurance, enfin tout ce qui existe en matière de détention légale d'un taxi-moto ou d'une moto. L'autre élément spectaculaire, et j'en aurais fini de cet aspect, mais je suis prêt à répondre à d'autres questions, bien entendu, on a vu de loin en loin la destruction de quelques immeubles, maisons appartenant, semble-t-il, à des familles de Koulouna avec quelques protestations du fait que, mais oui, mais est-ce que la culpabilité est collective? Est-ce que bon, écoutez, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Allez demander aux Congolais, parce que c'est ça la réalité, allez demander aux Congolais. Comment ça se passe avec ces familles de Koulouna, c'est-à-dire les parents qui tolèrent le fait que leur enfant arrive le soir alors qu'il n'a pas de travail ni de revenus connus, avec une télévision plasma, écran plasma en 4K, avec des téléphones qui coûtent des millions, et puis les parents tolèrent, acceptent, prennent. Et quand les gens du quartier qui ont été détroussés ou d'un peu plus loin viennent protester, ben c'est souvent les parents qui disent « Ah non, circuler, il n'y a rien à voir ». Malheureusement, dans ces cas-là, et sachez que ça se passe souvent comme ça, malheureusement, dans d'autres pays, c'est qu'on considère qu'il faut étouffer le foyer qui a généré ce type de banditisme, et ça peut passer par des actes de fermeté de ce genre-là, ça peut arriver. Donc voilà, encore une fois, je vous le dis, les Congolais sont satisfaits de cette opération. Cette opération, c'est comme toute œuvre humaine, elle n'est pas parfaite, mais elle atteint les objectifs et les résultats qui ont été assignés par l'État. Alors les deux autres questions, le football en déclin, oui, il est en déclin, oui. Football congolais en déclin, d'autant plus qu'il n'y a pas de compétition, oui. Mais dans cet océan assez sinistre, on peut aussi se réjouir de la qualification de l'équipe de AS Auto qui s'est qualifiée pour la phase de poule de la compétition dite de la Confédération africaine de football. Moi, ce que je peux dire en tant que membre du gouvernement, nous échangeons régulièrement avec le collègue en charge des questions du sport, c'est que tout est mis en œuvre pour que la crise du football congolais soit résorbée au plus vite. Alors, la question des élections de 2026, oui, ben, les départements ont été créés il y a quelques mois. L'État est en train de mettre en place toutes les conditions
pour que les circonscriptions administratives nouvellement créées vivent et vivent dans le cadre plein et entier des prérogatives qui sont celles d'une collectivité locale du niveau du département. Maintenant, il y a peut-être des considérants techniques, vous demandez les délimitations. Non, de toute façon, il faut savoir que la délimitation, quand on crée une entité administrative, elle est préalable. On ne se dit pas, on va créer, on va créer telle collectivité, ensuite on va en fixer les limites. On commence d'abord par en fixer le cadre, les limites, et puis ensuite, on arrive à des questions qui sont, maintenant qu'on en a les contours, on va lui donner un nom, on va. Donc, ces considérations techniques sont bien entendu remplies, et au fur et à mesure, le ministère en charge de l'administration du territoire, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, rendra public ce qui est nécessaire s'il y a encore des précisions à obtenir. Merci. Oui, merci Monsieur le Ministre. Je suis Loïcia Martial, j'interviens pour le compte des RFI. Je reviens un peu sur la question des colonnas. On sait que depuis que l'opération a commencé, il y a eu une maison démolie par-ci, il y a un colonna abattu par là. Je me permets de vous poser la question de savoir, est-ce qu'on peut en faire un bilan au moment où nous parlons? Quel est le bilan à mi-parcours? Je dirais à mi-parcours parce qu'on sait que l'opération va durer longtemps. Est-ce qu'on sait à ce jour quel est le bilan qu'on peut tirer de cette opération? Et avant de terminer, j'ai une question à Madame la Ministre. Nous sommes à quelques jours de la COP 30. Question simple. Où en êtes-vous avec les préparatifs de cette COP 30, Madame la Ministre? Merci beaucoup. Bon, rapidement, pour épuiser la question de l'opération Zéro Kuluna, je ne sais pas ce qui vous permet de dire à mi-parcours, parce que la mi-parcours, c'est la moitié d'un temps donné. On sait que ça a démarré, que c'est en cours. Si vous dites à mi-parcours, ça voudrait dire qu'elle prendrait fin dans 2 ou 3 mois. Bon, je n'en sais rien. Je crois que le président de la République a été très clair. Il a dit ceci. Il a dit « ça se poursuivra autant que nécessaire ». Il a même parlé de son extension éventuelle à d'autres localités. Je crois que tout ça est très clair. Alors, le bilan sera fait le moment venu, quand l'opération sera achevée. C'est une opération de rétablissement, de restauration de l'ordre public. Les autorités opérationnelles compétentes feront, quand elle prendra fin, le bilan de l'opération. La parole la question qui m'est adressée par Loïcia Martial concernant les préparatifs de la COP 30 qui va se tenir à Belém. Vous avez dit question simple, réponse simple également. Je dis ceci: au centre de toutes les différentes conférences aux partis, les financements. Il faut que vous soyez fiers de notre pays et de notre sous-région. Le bassin du Congo et le Congo, pays leader de cette dite région, sommes de bons élèves de ce qu'on appelle les enjeux d'atténuation, la régulation de ces écosystèmes en matière d'émissions. Ce qui est au centre, pour nous, la République du Congo et les autres pays, c'est les financements d'adaptation. Parce que nous sommes un État responsable et il nous faut concilier l'atténuation et l'adaptation. Aujourd'hui, à titre d'illustration, lorsque l'on parle d'atténuation en tant que bon élève, nous en avons 2 faits qui parlent à notre avantage. Les forêts, que vous connaissez. La République du Congo, c'est 0,5% de taux de déforestation aujourd'hui. La République du Congo, c'est 55 000 km² aujourd'hui de stock de CO2 de ces écosystèmes récemment découverts des tourbières. Et sur le plan régional, au niveau de la CCBC, puisque nous sommes à la tête de cette commission, on ne peut se dissocier, puisque la tête de la délégation qui porte la délégation congolaise, c'est le président de la République, qui en même temps, donc, avec sa double casquette de président de la commission climat. Donc, lorsque je vous parle des écosystèmes de façon globale au Congo, il faut savoir que du côté du bassin du Congo, nous avons abrité ici le sommet des 3 bassins. Le bassin du Congo, c'est donc des écosystèmes qui sont aujourd'hui les remparts de l'humanité.
je vous ai pris le prisme congolais, mais en matière de bassin, c'est tourbière. Autant nous en avons 55 000 km², autant entre la RDC, la République démocratique du Congo, et notre pays, la République du Congo, c'est sur une superficie de 156 500 km² que sont répartis ces écosystèmes bien particuliers. Donc aujourd'hui, qui séquestrent 30 milliards de tonnes de CO2, alors que, qui stockent plutôt, parce que quand on dit stock des écosystèmes, des tourbières, ça veut dire que nous ne pouvons pas les restaurer en cas de dégradation. Par contre, les écosystèmes forestiers séquestrent 1,5 milliard de CO2. Il ne faut pas que les forêts soient l'arbre qui cache les tourbières, en gros. Et donc, aujourd'hui, nous avons les forêts du bassin du Congo qui séquestrent 1,5 milliard de tonnes de CO2, c'est déjà immense. Mais nous avons à côté, je venais de le dire, 30 milliards de tonnes de CO2 stockées par les écosystèmes des tourbières. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC qui nous le rappelle. Donc aujourd'hui, nous sommes ce rempart et nous sommes en train de dire au reste du monde, mais nous rendons ce service écosystémique. Mais nous voulons lever des financements pour porter notre transition énergétique, porter notre transition écologique, donner une alternative économique à nos populations. Qu'est-ce que nous en donne dans le cadre d'une économie circulaire et solidaire à nos populations? Mais la réponse des chefs d'État, c'est laquelle? Le Fonds bleu pour le bassin du Congo, avec des projets qui portent la notion de durabilité et dans la même cohérence qui répondent aux engagements qui sont les nôtres. L'ambition de réviser tous les 5 ans le document mastodonte au centre de notre économie qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national, qui prend en compte l'ensemble des secteurs, tous les secteurs de la vie de développement de notre pays est contenu dans la CDN en élaboration du côté du ministère de l'Environnement. Nous sommes également en train d'aller porter des résultats parce que, étant de bons élèves, nous disons, le président dit, écoutez, nous, on est bien constitués aujourd'hui, nous savons maintenant qui nous sommes, nous avons une commission qui a identifié qui nous sommes, ce que nous apportons au reste de l'humanité. Nous avons ce magnifique fleuve Congo, oui, et nous avons le lac Tanganyika, parce que n'oubliez pas, nous avons la Tanzanie, le Sao Tomé, le Kenya, l'Ouganda, ils sont tous ici à Brazzaville, tous les points focaux des États, actuellement, au niveau de la BDAC, pour porter une action que nous menons à la COP30 également, à Belém, au Brésil, mais la pré-table ronde que j'ai rappelée tout à l'heure, qui va porter sur des aspects concrets, la mobilisation financière au travers d'un pipeline de projets, un plan d'investissement chiffré à pas moins de 10 milliards de dollars. Dans les spécificités de ces projets des États, vous allez le trouver sur le site de la CCBC. Et dans la République du Congo, 41 projets. Mais ce que nous regrettons souvent, c'est que dans ce pipeline de projets que constitue ce fonds d'investissement, les 41 projets ne sont pas bancables. Ils ne sont pas éligibles. Donc nous avons dû travailler lourdement pour trouver des financements, pour monter des études de faisabilité, parce que le bailleur, il n'apporte que des financements pour les études faites. Et nous avons tous les pays des autres États qui ont 2, 3, 4 projets bancables. Et donc pendant des décennies, nous étions en train de jeter l'opprobre vers les autres en disant « ils abusent de nous, ce sont nos ressources naturelles ». Oui, mais ce n'est pas des termes de référence qui vont lever des financements. C'est pour ça que lorsque je dis que nos cadres doivent apprendre à monter les études de faisabilité, on crie « ouf !» La ministre Soudan Nono stigmatise les cadres congolais. Pas du tout. Je ne stigmatise pas les cadres congolais, je dis ce qu'il y a. Comment voulez-vous qu'on lève des financements de façon concrète, financer des projets, si nous n'avons pas des études de faisabilité? Vous n'avez que des termes de référence qui vous disent ce que vous, plus ou moins, vous souhaitez faire. Mais toutes les spécificités techniques, comment celui qui vous apporte la ressource s'y prend. Donc nous allons maintenant que nous sommes structurés, vous l'avez compris, nous avons donc une commission, nous avons une banque de développement qui s'est substituée aux États dans son mandat, c'est le mandat que les États lui ont confié, la Banque de développement des États d'Afrique centrale, et qui est là pour mettre en maturité une de nos projets et les rendre éligibles.
nous travaillons avec le Fonds vert pour le climat, toutes ces grandes entités qui nous permettront donc de lever donc ces financements. À côté donc de la table ronde qui va se tenir à Belém sur le plan technique, nous avons également une grande initiative issue du sommet des 3 bassins qui s'est tenu ici. Mais la première réunion mondiale, ici, les premières assises des peuples autochtones, là aussi, ils sont les gardiens de notre patrimoine naturel, les populations autochtones. Nous avons pris dans ce pays-là les meilleurs textes qui soient au monde. On a légiféré. Il y a une loi portant protection de ces peuples autochtones et les intégrant dans toutes les politiques publiques. Donc, il nous faut pouvoir amener la moisson de cette grande rencontre. Le président de la République, donc, a souhaité que le ministre en charge des peuples autochtones, garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc, va porter également à côté de moi, tant je suis à la tête, donc, en tant que ministre secrétaire exécutive, la pré-table ronde, oui, mais je vais également porter, aux côtés de notre collègue, tous les ministres qui feront le déplacement de Belém. Nous allons porter également ces grandes assises qui vont se tenir en marge de la COP toujours, une rencontre avec les populations autochtones. Et nous devons restituer, en conformité avec l'accord de Paris, la CDN 3.0 qui est en fin d'élaboration ici en République du Congo parce qu'il a fallu terminer la 3e communication, le BUR, le référencement qui porte les ambitions revues à la hausse donc des émissions de la République du Congo. Et dans la même foulée, vous suivrez certainement ce reportage aujourd'hui, nous venons de lancer les travaux de la stratégie nationale de développement durable. Mais parce que la CNDD en sigle, la stratégie nationale de développement durable, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un PND bis sans l'aspect programmatique. Donc, tout est lié. Pour porter la notion de durabilité dans le plan national de développement, le gouvernement est en train de s'atteler à finaliser donc la stratégie nationale de développement durable, à laquelle il y a bien entendu un grand document que nous avons pris dans le cadre de la gestion des risques et des catastrophes, la première stratégie en République du Congo, et nous sommes le 5e État africain sur les 54 États à avoir cette stratégie qui nous permet d'être également éligibles à la COP, à des financements dans le cadre du fonds levé des pertes et préjudices. Parce que ce n'est pas tout que nous montons ces instruments-là. Mais il nous faut pouvoir bénéficier de ces financements. Et pour cela, il vous demande quand même que nous soyons en règle. Et puis, il y a le grand débat qui demeure, le marché volontaire auquel nous ne voulons pas souscrire réellement du carbone. Et nous portons le marché suprême qui est issu de l'accord de Paris dans cet article 6 de façon globale, son mécanisme, et l'article 5 de l'accord de Paris. Mais les autres réchignent en face à nous donner accès à $50 ou $100 la tonne. Vous voyez que il y a 2 poids 2 mesures. C'est pour ça que nous avons besoin de vous. Lorsque ces ONG nous attaquent parce que le président de la République, qui est le grand commandeur de la sécurité, a pris son bâton de commandeur pour, comme il a dit, instruire son ministre de l'Intérieur, comme l'a rappelé ici fermement le ministre Mungala, à juste titre. Mais il faut peut-être demander à nos amis-là, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ce sont les populations congolaises qui sont dépecées, qui sont meurtries, qui sont dépossédées. On casse les maisons. Mais les maisons, il l'a dit tout à l'heure, des parents receleurs, que dit la loi face à cela? Mais attendez. Donc aujourd'hui, nous allons à cette COP pour dire aux uns aux autres, le bassin du Congo sait qui il est. La République du Congo, à la tête de cette commission, vient vous dire, yeux dans les yeux, aujourd'hui, nous savons qui nous sommes, nous allons à une pré-table ronde, nous savons qui nous sommes, nous protégeons nos populations autochtones, nous savons qui nous sommes, nous avons un fonds fiduciaire qui a connu une étude de préfiguration, pas de gré à gré, par appel d'offres, donc c'est inattaquable. Nous avons une contribution déterminée nationale au niveau, une contribution nationale déterminée au niveau national, et nous disons, nous avons droit à un financement de notre transition écologique, transition énergétique,
puisqu'on nous demande de nous désengager des énergies fossiles. Quelle est l'alternative qu'on nous donne? Vous savez, à la différentes conférences des partis sur le changement climatique, qu'est-ce que je répète souvent quand j'accorde des conférences de presse aux médias qui étouffent cela? Quand on nous accuse, nous, d'être un pays qui gère les énergies noires, l'or noir, les énergies fossiles, le pétrole, mais quand vous grattez bien, les grandes firmes qui sont ici sont lesquelles? Sont les Africains. Quand vous évaluez tout ça au pourcentage, le Congo, c'est peut-être 3% de cette exploitation. Mais les autres, ce sont lesquels? Donc, on se moque de qui? Donc, ils nous donnent un discours politique convenu. Nous sommes d'accord avec ça. Et ensuite, on veut nous serrer la ceinture, comme dit le président de la République, pour qu'eux, ils respirent à travers les poumons verts qui sont celles de la République du Congo et ceux du bassin du Congo. Pour quelle raison? Nous sommes des sous-hommes en Afrique. Et donc, il ne faut pas que nos écosystèmes, quand nous sommes de bons élèves, on nous parle simplement d'atténuation, oui, mais nous sommes de bons élèves. On ne peut mettre sous cloche nos ressources naturelles parce que nous avons une arme que j'ai rappelée tout à l'heure, les études d'impact environnemental et social qui nous permettent d'aller à une exploitation durable de cette richesse, de cette ressource et qui permettent de lever également notre économie et de donner une économie alternative à nos populations. Voilà à ce stade, vraiment, de façon franche et directe, réponse simple et directe. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade. On prend quelques dernières questions. Merci, je suis Désirée Laure Diakundila et je représente le média en ligne MBG. Alors ma question s'adresse à Madame la Ministre. Madame la Ministre, la République du Congo fait partie des pays signataires de l'accord de Paris. Du haut des 10 ans de cet accord, le pays est en révision de sa 3e contribution déterminée au niveau national. Alors dites-nous, quels sont les efforts fournis par notre pays en matière de régulation du climat et quels sont les défis à relever à l'avenir? Merci. C'est moi qui vous remercie. J'aimerais pas écorcher votre nom. Est-ce que vous pouvez me le rappeler, s'il vous plaît? Madame Diafundila, j'ai entendu. Diakundila Désirée Laure. Diakundila. Oui. Merci. Ouais. Laure, c'est ça? Oui. Merci. Donc, Madame Diakundila Laure, écoutez, accord de Paris. Tous les 5 ans, c'est une obligation qui est faite aux États pays parties de cette signature de l'accord de Paris dans la République du Congo, de revoir à la hausse ce qu'on appelle les émissions. Nous avons dans la CDN 2.0, qui est celle du dernier quinquennat, puisque nous sommes en train d'élaborer, selon cette obligation, la 3e, la CDN donc dite 3.0. Donc la 3e version, en d'autres termes. Qu'est-ce que nous avons apporté? Nous avons apporté la prise en compte déjà des émissions issues des déchets. Nous avons intégré les jeunes qui n'étaient pas dans la CDN initiale. Nous avons pris le genre. Nous avons pris les émissions des transports. Comment cela se traduit en matière économique et en matière de développement? Nous avons 2 scénarios. Le scénario conditionnel et inconditionnel. L'un porte les financements des partenaires au développement. L'autre, ce sont des financements internes. Je l'ai dit récemment. Il nous faut lever près de 9 milliards pour mettre l'ensemble des secteurs concernés par la CDN, parce que nous avons des fiches bien détaillées dans la CDN, dans son plan d'action, qui vous dit, si vous n'investissez pas dans des usines qui prennent en compte la notion de durabilité, eh bien, vous ne pourrez pas atteindre les objectifs fixés dans l'accord de Paris. C'est ce calcul qui est fait au travers de la 3e communication, le BUR en ce moment, qui permettra d'avoir les résultats des émissions de façon globale de la République du Congo. En d'autres termes, qu'est-ce que nous devons faire? Je le dis également souvent à l'extérieur, lorsque nous prenons la parole du haut de certaines tribunes à l'extérieur, que la République du Congo n'est pas un pays émetteur. Nous ne sommes pas un pays émetteur. Nous sommes, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, des bons acteurs de l'atténuation. Mais comme nous avons souscrit à l'accord de Paris,
il nous est fait obligation de revoir constamment à la hausse, réviser donc cette CDN. N'oubliez pas que aujourd'hui, notre pays, c'est près de 18 aires protégées que nous avons, dont 2 aires protégées marines. Donc tout ça concourt à l'atténuation de ces impacts du changement climatique. Mais malheureusement, ce qu'on ne vous dit pas, nous sommes de bons élèves de l'atténuation. Oui, mais nous sommes les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. C'est également le GIEC qui le dit. Donc ces données de cette évaluation de l'accord de Paris, nous revenons au financement. Nous nous mettons en règle parce que nous prenons des engagements, mais maintenant il faut que la communauté internationale puisse également, réellement, répondre à ces engagements de financement. Et l'un des points que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, à la question posée par votre collègue Martial tout à l'heure, c'est laquelle? Mais nous avons également au centre de la COP30 à Belém, mais des questions de quantification financière qui nous est due. Parce que lorsqu'on est à Copenhague, en 92, cet engagement, beaucoup n'ont pas lu quand on vous parle des 100 milliards à mobiliser pour financer notre transition écologique, pour financer notre transition énergétique. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, il y a un tout petit astérix qui dit quoi? À partir de 2020. Et donc, depuis, nous sommes en train de nous battre pour que nos partenaires techniques et financiers, qui nous doivent explication de ces engagements internationaux pris, nous expliquent où nous en sommes. Et vous avez remarqué, depuis, comme je suis là depuis 9 ans, je connais toutes les procédures. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ça tergiverse. Nous n'avons pas un cadre financier bien élaboré, comme souvent ils ont tendance à jeter l'opprobre sur les États comme nous. Et souvent je dis, mais les plus grands voyous, ce ne sont pas les États africains. On n'aimerait pas jeter l'opprobre sur les autres, mais je tiens à vous dire que la corruption, le bien d'abus social, n'est pas africain. Nous sommes loin d'être de bons élèves. Et donc aujourd'hui, ils confondent l'aide au développement qu'ils nous apportent dans le cadre de la quantification de cet engagement pris à Copenhague et qui devait être mis en application depuis 2020. Ils vous disent non, on a réussi à mobiliser 80 milliards. Mais nous sommes en débat là-dessus. Nous sommes en débat. Et donc nous allons donc à cette COP de l'évaluation, puisque nous allons célébrer à Belém les 10 ans de l'accord de Paris. Et nous allons donc pouvoir en faire l'évaluation, puisque, est-ce que vous pouvez croire, je terminerai par là, que tous ces États puissants n'arrivent pas à avoir des experts réellement pour mettre en œuvre le mécanisme de financement du marché du crédit carbone issu de l'accord de Paris? Quand on sait que la zone de l'OCDE, bien avant l'accord de Paris, bénéficie déjà de cette tonne carbone entre 50 et 80 $ la tonne. Je conclus une fois de plus par dire de qui se moque-t-on? Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Monsieur le Ministre. Je suis Valda Saint-Val. J'interviens au compte du journal Les Échos du Congo, journal en ligne. Je m'adresse à Monsieur le Ministre, porte-parole du gouvernement. Monsieur le Ministre, votre collègue ministre des Finances a parlé de la disparition de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP, dès l'année prochaine. L'IRPP sera remplacé par 4 autres impôts. Alors, est-ce que ces nouveaux impôts-là ne pèseront pas sur les salaires des fonctionnaires? L'autre volet, qu'est-ce que ces nouveaux impôts-là apporteront dans la cagnotte de l'État? Merci beaucoup. Merci pour votre question, qui est très technique, qui a été évoquée lors de l'adoption du projet de loi de finances exercice 2026. Bon, n'étant pas moi-même un spécialiste de la science fiscale et de la science financière, je vais tâcher de vous donner quelques grandes lignes. Effectivement, il faut savoir que le projet de loi de finances pour l'année 2026 propose, parce que tout part de là,
Ce n'est pas une initiative du ministre ex abrupto qu'il a décidé de réformer le système d'imposition des différents revenus. Il l'a fait parce que, tout simplement, le Congo a adhéré à une directive communautaire qui a été adoptée au niveau de la CEMAC le 9 janvier 2025. Et cette directive, en son article 86, oblige les États membres à l'intégrer dans leur corpus juridique et fiscal avant le 31 décembre de cette année. Donc c'est une obligation communautaire. Ce n'est pas le ministre qui a inventé comme ça un matin la réforme. Alors, il faut savoir également que le Congo actuellement, État membre de la CEMAC, assure la présidence tournante de ces institutions. Et on ne pourrait pas, de manière, et là je parle d'un point de vue politique et diplomatique, être à la tête d'une institution, même momentanément, et ne pas respecter et ne pas mettre en œuvre les directives de la CEMAC. Alors, vous l'avez dit, il ne s'agit pas de supprimer une imposition, il s'agit de la faire évoluer en une série d'impositions nouvelles qui a pour objet non pas d'alourdir l'impôt, mais tout simplement de rationaliser l'impôt, c'est-à-dire de le rendre suffisamment proche de l'assiette de recouvrement, l'assiette qui permet le recouvrement, et donc quelque part de créer des conditions d'une justice fiscale en rapprochant les conditions d'imposition avec la réalité de la matière imposable. Alors, il faut savoir que cet impôt, l'IRPP, qui est remplacé à partir de la future loi de finances, cet IRPP est remplacé par un impôt global sur les traitements et salaires. Hein, c'est l'objet même dans la loi de finances exercice 2026 en gestation, c'est l'objet même de la réforme que vous évoquez. Alors, il faut savoir qu'en disparaissant, l'impôt global unique, c'est-à-dire l'IRPP, va être remplacé par 5 impôts cédulaires, c'est-à-dire 5 impôts différents qui vont toucher chacun une matière fiscale donnée. Alors, il y a d'abord l'impôt sur le bénéfice d'affaires, l'IBA, qui va regrouper certaines anciennes catégories de revenus de l'IRPP qui concernent quelques activités économiques, commerciales, industrielles. Je crois qu'après, puisque vous posez la question, c'est que vous connaissez la matière et je crois qu'on ne va pas rendre les choses rébarbatives pour nos compatriotes qui vont nous suivre et dire que c'est le premier impôt qui va toucher les entreprises et tous ceux qui produisent dans l'économie. Vous avez un impôt sur les revenus fonciers. Je crois que là également, il n'y a pas besoin de préciser, c'est tous ceux qui sont propriétaires d'un bien foncier, et bien qui, ces biens-là, vont faire l'objet d'un impôt spécifique, là également, un impôt global. Alors, ensuite, vous avez 3 autres impôts un peu plus fins, un peu plus précis. Vous avez l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, vous avez l'impôt sur les traitements et salaires, donc on va dire l'ex-IRPP pour les particuliers, parce que l'IRPP touchait tout le monde. Mais l'ex-IRPP des particuliers qui devient un impôt sur les traitements et salaires. Et enfin, un impôt sur les plus-values réalisées par les personnes physiques et assimilées. Alors, pour revenir à votre question sur va-t-on alourdir l'ex-IRPP, mais nouvel impôt sur les traitements et salaires pour les particuliers, c'est ça votre question. Ben, moi, je crois que non. Il s'agit tout simplement, pour le gouvernement, en transposant la directive et en espérant que les députés et les sénateurs vont adopter sur ce point-là, en l'état, la loi de finances exercice 2026, il s'agit au contraire d'aller vers de la justice fiscale. Un exemple très simple, la bancarisation des revenus. Je crois que chacune et chacun d'entre nous, surtout vous, les hommes et femmes de médias, vous avez même, comme on dit sous couvert, dans les coulisses, pesté sur le fait que certains revenus, notamment d'un certain nombre de responsables administratifs, n'étaient pas comptabilisés dans l'ancienne IRPP. Aujourd'hui, la bancarisation va toucher tout le monde. Mais c'est un moyen à la fois de renforcer le rendement de l'impôt, parce que
cet impôt va rentrer de manière plus abondante, mais en plus de faire de la justice fiscale et de faire de la transparence. Parce que quand vous bancarisez, c'est transparent. Voilà. Donc c'est ce que je pouvais, n'étant pas un spécialiste en la matière, ce que je pouvais de manière sommaire vous dire sur le sujet. Merci à tous.